Bonjour. Ô Marie, Mère de Dieu, lieu de celui qui n'a pas de lieu. Chapitre 8. Le capitaine du terceau de l'Algarve. Isco d'Etcheverry gardait un souvenir précis de la première heure passée dans la forteresse de Sagres. Précis et cuisant. Les 2 mois suivants étaient beaucoup plus confus. Fabio da Faro, le capitaine portugais des terceaux, qui l'avait giflé, le fit aussitôt porter à l'intérieur du fort comme s'il craignait qu'un tel cadeau ne lui échappât. Les distractions manquaient à Sagres. Étourdi et choqué, Isco fut tiré par 2 soldats qui lui tenaient les bras, traversant la place d'Armes, où s'élevait une église et quelques bâtiments en pierre. Ils continuèrent à le traîner au-delà des bâtiments vers cette langue de terre bordée de part et d'autre par les flots. Aucun espoir de s'échapper, sinon mort. Ses jambes traînaient derrière lui, et quand il tentait de se relever pour marcher, l'officier lui faisait un croche-patte. À la 3e tentative, Isco n'essaya plus de se redresser et se laissa porter. Les soldats devaient avoir l'habitude car aucun ordre ne fut donné. L'officier se contentait d'insulter Isco en le traitant de petite pute d'espion. Isco perdait pied, sa tête le lançait, son monde s'écroulait, il ne comprenait rien. Espion ? Isco tenta de convaincre l'officier qui se trompait, il venait apprendre la cartographie. Il ne put en dire plus, l'officier le frappa du plat de son épée sur le sommet du crâne. Isco sombra dans un semi-vertige. « Il les envoie de plus en plus jeunes et de plus en plus bêtes !» ricana l'officier. Les 2 soldats traînèrent encore Isco le long du promontoire qui ressemblait maintenant à un champ de pierre. Ils étaient presque parvenus à son extrémité quand les soldats redressèrent Isco et lui lièrent les pieds avant de passer un solide et long bout de bois entre ses chevilles. L'officier lui donna un violent coup par derrière et le fit tomber face la première sur la pierre irrégulière, lui ouvrant une pommette et une arcade sourcilière. Il avait dû se fouler un poignet et ses 2 mains étaient écorchées. Il ne put retenir un gémissement. Le sang coulait, la douleur emballait les battements de son cœur. Il sentit que les soldats lui nouaient les mains dans le dos. Cette fois-ci, il ne put retenir un cri à cause du poignet maintenu de la sorte. Ils s'emparèrent du morceau de bois et le levèrent sans ménagement. Isco se trouvait maintenant la tête en bas. Du sang lui coulait dans la bouche. Il cracha et supplia quand il vit que les hommes le plongeaient lentement dans un trou qui s'enfonçait vers le néant. Au fond, il n'apercevait que le noir. Ses épaules s'encastraient à peine. Les soldats le maintenaient la tête en bas. Le sang lui battait aux tempes, de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il comprenne que le bruit qui l'envahissait provenait des profondeurs, des entrailles de la terre, du royaume des diables. Un souffle plus puissant se mit à grossir et se répercuta contre les parois étroites jusqu'à lui envahir le crâne d'un vacarme assourdissant de fin du monde. Isco n'y tint plus, il hurla de frayeur. Au-dessus de lui, l'officier portugais criait « Au nom de qui es-tu venu espionner ? À vous !» Le souffle et le bruit disparurent, ramenant un semblant de calme dans sa tête, mais il hurla quand même. « Je suis venu apprendre le secret des cartes, je suis venu à la grande école de cartographie de Sagres, l'école de l'infant Henri. Je... » La furie et la force du souffle craché des entrailles de la terre s'enfoncèrent de nouveau dans tous les pores de sa cervelle, lui arrachant un long gémissement. « À vous !» criait l'officier qui commença à lui frapper la plante des pieds. Le grondement terrifiant qui bondissait et s'amplifiait enveloppa ses oreilles dans un tonnerre insupportable. Tous les démons de la création perforaient son crâne. Isco perdait raison, voulait perdre raison. Peut-être alors la douleur évanouirait-elle, le monde s'éteignit dans un dernier roulement d'abîme. Abandonné du monde, plongé dans l'obscurité, nourri d'une soupe nauséabonde où surnageaient des restes d'abats de thon, Isco d'Etcheverry se morfondait au fond du cachot de la forêt de Sagres depuis 2 mois. Cette maudite sorcière de Stockholm, c'est elle qui me dévore avec son satané sortilège. Ce pasteur avait donc raison. Je suis perdu. Isco restait de longs moments prostré, ne sachant choisir entre le désespoir, la prière, les pleurs ou le rêve. Perdu.
Ses blessures avaient cicatrisé, du moins le croyait-il. Il tenta jour après jour d'obtenir du soldat qui lui apportait sa pitance une forme d'explication, mais Daffaro avait dû lui choisir un sourd-muet. Sa cellule lui permettait de marcher 3 pas, quel que soit le sens. Pas tout à fait. 3 pas dans un sens, 2 pas et demi dans l'autre. Jour après jour, il adapta ses pas pour parvenir à 3 pas dans la largeur, 3 pas dans la longueur, réussissant à adapter mécaniquement le pas plus court pour le faire entrer dans une échelle de 3. Isco pensait devenir fou, puis il tenta de se persuader que ces différentes échelles de pas lui seraient sûrement d'un grand secours dans son futur métier de cartographe au service du Christ. 3 pas, 3 pas. Au bout de 2 semaines de ce régime, il ne commettait plus la moindre erreur, le bout de son pied venant toucher le mur sans que l'on puisse y glisser une lame de couteau. Il répétait tant ces 3 petits pas et ces 3 grands pas que ses muscles réagissaient mécaniquement au commandement et trouvaient leur tension parfaite pour respecter la mesure au dixième de pouce. Longueur nord, 3 grands pas, largeur est, 3 petits pas, soit 200 grands pas et demi, longueur sud, 3 grands pas, largeur ouest, 3 petits pas, soit 2 grands pas et demi, longueur nord, 3000 grands pas, largeur est, 3000 petits pas, soit 2500 grands pas, longueur sud, 3000 grands pas, largeur ouest, 3000 petits pas, soit 2500 grands pas. Il s'arrêtait le soir épuisé de ces milliers de pas quotidiens. Un petit pas équivalait à un peu plus de 8/10 d'un grand pas. Il faisait son bilan chaque soir, enivré d'avoir tant compté. Enfin, satisfait d'être vide, il s'écroulait au centre de sa cellule, son toit du monde, et dépensait sa dernière énergie à prier pour sa mère avant de sombrer dans un sommeil sans rêve. Un jour, au beau milieu de la longueur sud, au pas 7251, dans l'échelle qui mesurait tout en grands pas, Isco reçut la visite du vieux prêtre du lieu. Mario de Oliveira ne s'inquiétait pas tant de la santé mentale du prisonnier, mais il venait au renseignement car curieux de l'avancée de l'Inquisition de l'autre côté des Pyrénées. Isco, inquiet de perdre le compte de ses pas, se concentrant difficilement sur la question du prêtre, fut bien en mal de l'informer, ignorant tout de tels agissements. Comme le prêtre restait de l'autre côté de la grille de sa cellule, Isco émergea un peu de sa torpeur et le regarda. « Vous me faites perdre le compte de mes pas, mon père, revenez un autre jour. » Le prêtre sourit, resta un instant et disparut. Isco reprit là où il s'était arrêté, longueur sud, 7252. Le lendemain, le prêtre revint. Un peu plus tôt, car Isco se trouvait dans la largeur ouest, au pas 5792. Cette fois-ci, Isco s'énerva. Le prêtre voulait-il lui faire perdre le compte de ses pas et l'entraîner dans la folie ? « Si je perds le compte de mes pas, que me restera-t-il ? Tuez-moi donc tout de suite !» Le prêtre se retira en lui faisant un signe de bénédiction. Isco resta un long moment immobile avant de reprendre sa marche. 2 jours plus tard, le prêtre était encore là. Longueur nord, peu avant le coucher. Il lui restait à peine 200 pas. Il décida d'ignorer le vieil homme et d'aller au bout de sa journée de marche. Quand il eut fini, il s'assit sur son toit du monde et observa le prêtre, qui s'était lui aussi assis, mais sur un tabouret. Main posée sur les genoux, peu pressé, Isco avait l'impression de le voir pour la première fois. Il avait une barbe blanche et des cheveux courts, blancs également, des yeux bleus qui n'avaient rien de vicieux. Sa soutane n'était plus que de première fraîcheur, parsemée de rapiessages et de vieilles taches qu'on avait pu blanchir. Les padois autour de ses yeux ne forçaient pas pour sourire. Il paraissait bon. Mais pouvait-on se fier à des padois ? Le décompte des pas était plus sûr. Lui ne trompait pas. Isco regardait le prêtre, qui attendait silencieux. Il réalisa l'absurdité de sa réflexion. Il allait sombrer dans la folie à compter ses petits pas et ses grands pas. Il aurait bientôt 15 ans, âge auquel un homme devait se réaliser, et voilà qui disparaissait dans cette cage.
Pour la première fois depuis longtemps, il vit clairement le visage éblouissant d'Alaya à côté de celui sombre de Pasquale. La pensée de ses parents, leur amour, insuffla un peu de vie en lui. Il sentit qu'il devait fournir au prêtre un minimum d'éclairage s'il voulait gagner sa confiance et espérer sortir de ce trou. Il imagina le sinistre pasteur de Stockholm en inquisiteur impitoyable, ce qu'il était peut-être, et commença à lui attribuer des techniques de torture les plus raffinées. Le prêtre portugais n'était pas un idiot et réalisa rapidement qu'Isco lui racontait des histoires. Il partit, sans avoir oublié de le bénir. Il revint 3 jours plus tard et Isco soupira de soulagement quand il reconnut le léger pas du prêtre, qui lui avait manqué. Mario de Oliveira s'intéressa de nouveau au pasteur suédois et voulut tout en savoir, pas tant ses prétendues tortures, mais de son habillement, à ce qu'il mangeait. Au 50e jour de conversation, Isco réussit même à le faire rire en lui mimant les regards furieux que jetait Paulinus Lanéus dès qu'il croisait un catholique ou ce qui y ressemblait. Avec le temps, Mario de Oliveira rendit plus souvent visite à Isco. Parfois, ils lisaient un passage de la Bible ensemble, ou chacun leur tour. Le jour où Isco raconta à de Oliveira qu'il avait eu entre ses mains un Nouveau Testament traduit en suédois, le prêtre portugais le regarda avec des yeux effarés. « T'en vantes pas, Isco !» lui dit le vieux prêtre. « Ici, le simple fait de posséder une Bible dans la langue du peuple peut valoir une comparution devant le tribunal de l'Inquisition. » Isco se le tint pour dit. La fois suivante, toutefois, le prêtre vint à la charge de cette Bible en suédois. « Tu es bien jeune, Isco, mais quand tu arrêtes de compter tes pas, ton esprit est affûté, et je me demandais si tu avais pu voir des différences de sens entre ta Bible et celle des Suédois. » Isco comprenait que Mario de Oliveira ne tentait pas de le piéger, mais s'ouvrait d'une question qui le travaillait. Il répondit avec franchise qu'il ne savait pas, priant en même temps que cet aveu ne mette pas fin aux visites du prêtre ou même que le capitaine d'Afaro ne décrète pas qu'il ne servait plus à rien de garder en vie cette bouche ignorante. Il n'en était rien. Oliveira, comme il le confia, n'avait jamais quitté Algarve et à ce titre n'avait jamais été en contact avec l'Inquisition. Elle ne vient pas jusqu'ici, malheureusement. Les plus proches inquisiteurs se trouvent au tribunal d'Evora, dans la région d'Alantero, plus au nord. Dieu sait pourtant qu'ils auraient affaire ici. Les semaines passaient et Isco pouvait maintenant converser avec Oliveira en portugais. Le prêtre ne tarissait pas d'éloges sur son jeune élève. Isco se sentit suffisamment en confiance pour aborder la question qui le consumait depuis son arrivée à la porte de la forteresse. L'école de cartographie, mais elle n'existe pas, Isco. On t'aura trompé. Incrédule, Isco se mit en colère et crut que le prêtre se moquait de lui, pour ne pas lui donner de faux espoirs. Ce jour-là, il refusa d'en entendre plus. Dès le lendemain, la présence du prêtre lui manqua. Mario de Oliveira revint le surlendemain. « À ta décharge, Isco, tu n'es pas le premier à venir chercher ici cette école de cartographie. Le mythe en est né peu après la disparition de l'infant Don Henri, prince du Portugal, qui construit cette forteresse. Après lui, beaucoup de bonnes âmes ont colporté cette belle idée d'école. Prenons-le comme une forme d'hommage au grand explorateur qu'il était. Je ne suis qu'un modeste prêtre, mais cette histoire d'école aide le Portugal à maintenir sa réputation alors que nous sommes sous la tutelle de la couronne espagnole. Alors je suis perdu. Aller dire que l'école de Sagres n'existe pas n'aiderait pas à ta libération. Et si je promettais de me taire? Comment être sûr que tu tiendrais parole? Isco remua la question dans tous les sens. Sa vie en dépendait. Personne n'attendait de nouvelles de lui avant des années, à Saint-Jean-de-Luz ou à Bordeaux. Il serait mort depuis longtemps, avant que l'on s'inquiète.
Il soupesait les paroles du prêtre qui, au fil des semaines, avait gagné sa confiance. Parce que je sais que je suis capable de garder un secret aussi longtemps lourd soit-il. Le prêtre le regarda avec un nouvel intérêt, attendant la suite. Isco réfléchissait vite. Vous êtes bien tenu au secret de la confession. Ce que tu me dirais ne sortirait pas d'ici. Alors je veux me confesser. Isco s'approcha du prêtre à travers la grille et tomba à genoux. Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Mario de Oliveira le bénit et écouta. Au cours des minutes suivantes, Isco raconta par le menu ce qu'il considérait comme ses péchés et lui pesait comme tel. L'abandon d'une petite fille poussée par une curiosité malsaine, même si Pierre de l'Ancre avait réussi à lui faire croire qu'il s'agissait de l'expression d'un don, sa vision de cette horrible femme du Vasa encore. Après une multimusitation, il confia ce qui le torturait le plus. Cette sauvage, mon père, a pu me jeter un sort. Je suis la proie d'une malédiction et je ne sais comment m'en défaire. Et je crains qu'elle ne touche mes proches si j'en fais part. Mais sous le secret de la confession, rien de tel n'arrivera, mon père. Mario de Oliveira serra fort les mains d'Isco. Que de tourments, mon fils. Isco patientait, les mains moites dans celles du prêtre. Je ne sais pas si cette femme est un démon. Moins encore si elle t'a jeté un sort. Isco sentit un souffle énorme s'échapper de lui. Je t'aime bien, Isco. Si j'étais fidèle à l'enseignement de mes pères et à la Sainte Église catholique, je t'emmènerais moi-même chez les inquisiteurs d'Évora, qui par leurs habiles questions sauraient dénouer le vrai du faux et pourraient à coup sûr savoir si un sort t'a été jeté. Leurs méthodes sont imparables. Ils nous diraient si elle a donné naissance à une créature qui peut être une simple brebis de Dieu, Isco. On ne peut l'exclure. Le prêtre réfléchissait. Mais je ne suis pas sûr que tu sortirais vivant d'une telle confrontation. Purifié sans doute, mais mort. Isco déglutit, le prêtre gardait un air songeur. C'est en tout cas ce qui est arrivé aux 2 dernières personnes que j'ai envoyées là-bas. Paix à leur âme. Isco commença à murmurer pour lui-même. Père, Dieu de tendresse et de miséricorde, j'ai péché contre toi et mes frères. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant, mais il y aurait peut-être une solution. Isco cessa de son acte de contrition. Retrouve cette femme et assure-toi d'elle. Les épaules d'Isco s'affaissèrent. Il jeta au prêtre un regard désespéré. Alors cette fois, je suis vraiment perdu. Ne te décourage pas. Peut-être ce pasteur suédois pourra-t-il t'aider. Pour l'instant, récite tes actes de contrition et garde la foi. Tu es en lieu sacré depuis la nuit des temps. Hercule a habité ici avant Don Henri. Ce rocher était un lieu de culte dévolu à Saturne, la maison des dieux. Mario de Oliveira se leva et pousseta son aube. Garde la foi et n'oublie pas de tenir le secret de Sagre. Sinon, ce n'est pas un sort qui te tombera dessus, mais le capitaine Fabio da Faro. Et je sais pas ce qui est pire.